Je souhaitais profiter de l'opportunité de cette introduction pour remercier les centaines de personnes qui m'ont rejoint ici sur cette plateforme YouTube dans le cadre évidemment de la rediffusion des épisodes de la série Becoming Brigitte que j'ai plaisir à traduire, à doubler pour vous en français. Un immense merci en particulier pour tous vos messages d'encouragement et bienveillants dans la section des commentaires. Vous avez été des centaines et des centaines à me remercier pour ce doublage qui est parfaitement imparfait à mon sens, mais qui est réalisé, vous le savez, dans l'urgence immédiatement après la diffusion de l'épisode par Candace Owens de façon à ce qu'il puisse être le plus rapidement possible disponible pour vous ici sur cette plateforme. Cela me paraissait donc important de vous remercier pour votre présence ici sur cette chaîne, pour tous les partages, les repartages que vous pouvez faire sur vos différents réseaux sociaux. Merci de faire connaître cette chaîne afin qu'un plus grand nombre puisse être au profit de la vérité qui est partagée par Candace Owens. Nous l'avons bien compris, Candace Owens y va crescendo. Elle a d'abord planté le décor dans le premier épisode et puis elle a monté un petit peu d'un cran en laissant voilà l'auditeur, le viewer à sa propre réflexion avec les images qui ont été partagées notamment à la fin du deuxième épisode. Il me tarde donc aujourd'hui de découvrir avec vous ce qu'elle va partager comme nouvelle information. Quoi qu'il en soit, et comme je l'ai répété à plusieurs reprises sur mes différentes plateformes et notamment sur ma plateforme Instagram où je suis très active, au-delà de savoir si Madame Brigitte Macron est effectivement née en tant qu'homme biologiquement, le débat va bien au-delà de cette vérité. Nous comprenons au fur et à mesure du déroulé des épisodes que cette machination est bien supérieure à ce que l'on peut imaginer et que les enjeux sont bien supérieurs au juste fait de savoir si Madame Brigitte Macron est née homme ou pas. Franchement, vous êtes top, vous m'encouragez beaucoup parce que traduire ces épisodes voilà en pleine nuit pour qu'ils soient disponibles dès que possible, je vous avoue que ça devient un petit peu compliqué, mais voir vos commentaires quand je me réveille le lendemain matin, c'est juste extraordinaire. Donc un grand merci, ça me paraissait important aussi de vous mettre aussi un petit peu à l'honneur dans le cadre de ma démarche ici sur cette chaîne. Je vous souhaite donc une très bonne écoute de l'épisode numéro 3. Ok les gars, vous avez tenu jusqu'à vendredi, je suis tellement désolée qu'on ait publié en retard, ça a été vraiment une folle journée aujourd'hui et il semble que les choses deviennent de plus en plus folles. Donc on va tout de suite se plonger dans la suite de notre série parce que je vous ai laissé un petit peu sur le suspense à la fin du dernier épisode. Nous vous avons montré une photo côte à côte de celui qui est donc l'actuel président de France, Emmanuel Macron, avec quelqu'un à côté qui est donc censé être le neveu de Brigitte, donc le neveu de l'épouse du président. Pourtant, ces deux personnes qui ne sont pas du tout censées avoir un lien de parenté se ressemblent quand même beaucoup. Alors est-ce juste une coïncidence? Vous vous rendrez compte qu'il y a quand même beaucoup de coïncidences étranges qui ne cessent de se produire à propos du couple Macron et de leur passé vraiment mystérieux. Alors soyez les bienvenus sur notre série Devenir Brigitte. Ok, donc pour brièvement résumer, la dernière fois nous avons appris que l'entourage, les camarades de classe d'Emmanuel Macron l'avaient décrit comme quelqu'un de vraiment mystérieux, quelqu'un dont on ne savait pas trop ce qu'il faisait en dehors de l'école. Il gardait tout pour lui, il ne faisait partie d'aucune bande, personne ne savait rien au sujet de ses parents ou ce qu'il faisait dans la vie. Et puis nous nous sommes également aperçus que le président Emmanuel Macron semblait en savoir très peu sur sa famille proche. Nous vous avons donc raconté quelques histoires. Nous vous avons également montré les quelques rares lignes qu'il a écrites au sujet de sa famille dans son autobiographie, ayant bien plus à dire à propos de la famille de Brigitte. Et sa famille semble aussi éloignée de lui qu'il est éloigné d'elle, puisqu'elle refuse complètement de parler de lui, et même jusqu'à son frère biologique qui a dit à un collègue de travail qu'Emmanuel était juste son cousin, et ça c'était juste même avant qu'il devienne président. Quelqu'un lui a dit « Ah, tu connais ce type-là qui est ministre ?» Et donc lui a répondu « Non, là, c'est juste un cousin. » Et puis il y a ces surprenantes coïncidences, vous savez, où il a été interviewé au sujet de sa sœur biologique qui vivait à proximité d'un politicien quand il a été interviewé, quand le politicien a posé des questions à son sujet. De façon plutôt bizarre, Emmanuel n'a pas répondu, mais il a regardé Brigitte comme pour savoir quoi dire. Ça, c'est vraiment trop bizarre. Donc en fait, la seule personne de la famille qui semble récupérer un peu de temps d'antenne, si je puis dire, d'Emmanuel Macron, la seule personne dont il semble à l'aise de parler publiquement et de lui montrer de l'affection, c'est sa grand-mère. Ok, donc sa grand-mère, c'était une femme nommée Germaine Nogues, Nogue, prononcez-le comme vous voulez, à laquelle il faisait référence sous le petit nom Manette. Ok. Et voilà ensemble sur la photo. Et lorsqu'il discute de son enfance dans son livre Révolution, elle est la seule qu'il incorpore dans son histoire, dans l'histoire de son enfance. Voici une citation. J'ai passé mon enfance dans les livres, comme en dehors de ce monde. C'était une vie tranquille. Je me souviens ces matins de bonheur alors que j'allais dans sa chambre et qu'elle me racontait des histoires de ses amitiés pendant la guerre. En tant qu'enfant, je reprenais l'histoire en cours chaque jour et je voyageais avec elle comme si je lisais un roman. Et il y avait l'odeur du café qu'elle préparait parfois au milieu de la nuit. Et la porte de ma chambre s'entr'ouvrait de bonne heure à 7 heures du matin alors que je n'étais pas encore venue la voir et avec elle qui s'exclamait de façon préoccupée « Est-ce que tu dors toujours ?»
Vous savez, il y a même ce journaliste qui spécule sur le fait que peut-être il aurait été adopté par sa grand-mère. Quoi qu'il en soit, il devient vraiment important de en apprendre un petit peu plus à propos de sa grand-mère. Qui était-elle? Parce que lui raconte que c'est elle qui lui a appris à lire. D'après ce qu'il dit, elle ne vivait qu'à quelques maisons, quelques encablures de là où il habitait avec ses parents à Amiens. Il raconte également dans son livre qu'il passait ses vacances d'été, ses vacances d'hiver chez elle, dans la maison familiale qui se situe en Béarn et en Bigorre. C'est là qu'il aurait appris à marcher, c'est là qu'il aurait appris à pêcher, c'est là qu'il aurait même appris à jouer au rugby avec ses grands-parents. Tellement de temps passé avec ses grands-parents que peut-être cela explique cette absence bizarre de photos d'enfance aux côtés de ses frères et sœurs ou avec ses parents. Ok, mais commence à faire beaucoup quand même. Et selon les témoins, Manette, donc sa grand-mère, était extrêmement réservée, privée. Tout comme son petit-fils d'ailleurs, elle laissait souvent les volets de la maison fermés. Et les témoins racontent qu'une fois qu'elle a pris sa retraite, elle ne s'aventurait presque jamais dehors, parce qu'elle était toujours entourée de livres, en quelque sorte, dans son petit repère, ce qui expliquerait pourquoi Macron prétend avoir été élevé dans des tas de livres. Mais posons-nous la question de quels livres exactement s'agissait-il? Eh bien, il nous a donné une réponse à ça. D'après Caroline Derrien et Candice Nedelec dans leur autobiographie Les Macron, il y a cette citation, je cite, « À l'adolescence, le jeune Macron s'est échappé en lisant des livres d'André Gide et Michel Tournier, et notamment ce livre The Earl King en anglais. Side note pour les Français qui m'écoutent, me semble-t-il, il s'agit du roi des Zaunes, mais je ne suis pas sûre. Donc il semblerait que ce soit le livre de chevet de sa grand-mère. Sa grand-mère bien-aimée qui partageait avec lui un goût pour ses auteurs. Ok, donc on a déjà parlé du sujet André Gide, c'était dans notre épisode Introduction. Vous savez, c'est le gars qui a lui-même admis être un pédéraste et qui a violé des petits garçons musulmans en Algérie en particulier. Tout cela dans le but d'explorer sa sexualité, pour en quelque sorte briser les chaînes et dépasser les limites finalement de son éducation chrétienne, en apprenant vraiment sur lui-même, en voyageant en Algérie. Et malgré tout ça, Emmanuel Macron était très à l'aise de mettre son livre, un petit peu comme il l'était finalement à son chevet alors qu'il grandissait. Il était donc très à l'aise de mettre son livre dans son portrait présidentiel. L'autre auteur dont nous n'avons pas encore parlé et qu'il a mentionné à ses journalistes, c'est Michel Tournier, apparemment un autre de ses préférés. Et ce livre, selon moi, est vraiment un choix très bizarre de la part d'une grand-mère de partager un tel livre avec son petit-fils. Parce que c'est un livre quand même très controversé. Donc comme je vous ai dit, le titre c'est The Earl King. Le Earl King étant une créature mythologique qui court après les enfants. Et dans ce livre, il y a des passages qui... je vais vous lire un passage, je vais juste vous le citer. Donc je cite, « Les petites fesses des enfants sont souvent vivantes et frémissantes, toujours alertes, parfois renfoncées, quelques secondes plus tard comme souriantes et naïvement optimistes, aussi expressives que des visages. » Ok, bon, je sais pas si c'est mes grands-parents à moi qui faisaient n'importe quoi, mais moi, ils me lisaient la Bible. On lisait ensemble des passages bibliques, mais ils m'ont sûrement pas lu des livres qui faisaient référence aux petites fesses des enfants. Ce serait juste complètement absurde. Dans ce livre, les protagonistes du livre discutent des enfants comme avancés et précoces pour leur âge. Ces enfants, je cite le livre, ces enfants dotés d'une capacité et d'une maturité intellectuelle exceptionnelle, qui semblaient avoir déjà lu tellement de livres depuis leur enfance, étaient trahis par leur immaturité physique, qui donnait comme un air d'ingéniosité à tout ce qu'ils disaient. Fin de citation. Je sais pas, ça me dit quelque chose cette histoire. C'est un peu comme si virtuellement c'était exactement la même explication sur laquelle la presse s'était basée pour vendre un peu cette histoire bizarre d'une Brigitte tombée amoureuse d'un jeune petit garçon de 14 ans. Et puis qui a ensuite décidé de l'épouser quand elle avait vers 39, 40 ans. Souvenez-vous, ils ont dit, vous savez, Macron, malgré le fait que c'était un petit garçon, il était tellement intellectuellement avancé. Et rappelez-vous, c'était un virtuose, un vrai petit Mozart. Ne comprenez-vous pas qu'il n'était pas comme les autres garçons? Ce n'était pas un enfant ordinaire, même s'il était si jeune. Nous, la presse, nous ne voulons surtout pas que vous y pensiez. Donc il semblerait que ce second auteur donne cette explication, qui est une explication qui n'aurait jamais dû être acceptée. Donc ensuite, je dois vous dire que Manette est décédée le 13 avril. Attendez, pardonnez-moi, j'ai oublié la date, je l'ai écrite ici. C'était en 2021, donc je crois qu'il va falloir qu'on fasse une correction là-dessus. Donc le 13 avril 2021. D'ailleurs, le 13 avril, c'est également le jour où Brigitte Macron est née. Et c'est aussi le même jour que le programme MK Ultra de la CIA a vu le jour. Et si vous avez pris connaissance de ma nouvelle série, je suis vraiment assoiffée d'apprendre tout ce que je peux à propos du programme MK Ultra. Et
croyez-moi, c'est pas un intérêt qui devrait juste être suscité ici aux États-Unis. Vous savez, le fait d'en apprendre davantage sur les programmes mis en place par l'État profond. Ces programmes sont vraiment très réels, ils ont existé, et pourtant nous n'en parlons pas à l'école. C'est vraiment un processus terrifiant, et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je fais régulièrement la promotion de ce livre Chaos, parce que ça m'a vraiment plongé dans une nouvelle réalité, m'incitant à comprendre à quel point nos gouvernements ont été et sont diaboliques. Il n'y a aucune théorie du complot ici, le MK Ultra était bien réel, et le gouvernement était vraiment obsédé avec tous ces différents programmes, dont l'objectif principal était vraiment d'essayer de conditionner le cerveau. Vraiment, c'était comme un lavage de cerveau sur les gens, parfois avec la technique de l'isolement, ce qui fait d'ailleurs penser à Emmanuel Macron qui avoue lui-même avoir passé vraiment un temps considérable isolé pendant son enfance, puisqu'il reconnaît lui-même qu'il a vécu toute son enfance à travers des livres. Et ses amis, enfin en tout cas ceux qui auraient dû être ses amis, ont reconnu qu'il passait beaucoup de temps tout seul, qu'il ne voyait jamais. Donc ces expériences du MK Ultra se font à travers l'isolement, à travers la prise de drogue. Vous savez, il bourrait les gens de LSD pour voir s'ils pourraient ainsi les amener à commettre des crimes ou les amener à commettre d'autres actes de façon involontaire. Juste en fait chercher à créer quelqu'un qui pouvait diriger. Quelqu'un qui répondrait si bien au traitement qu'il ferait tout ce qu'ils veulent qu'il fasse sans poser aucune question. Donc ils essayaient de voir comme ça s'ils pouvaient contrôler et ils utilisaient d'ailleurs ça, je vais vous le dire, comme une sorte d'arme carrément. Comme je l'ai dit, il est tellement important que les gens en apprennent davantage sur ce programme MK Ultra. Et tous les noms qu'il a successivement pris parce qu'il a commencé bien avant qu'il soit nommé le programme MK Ultra. Et il a continué bien plus loin. Et posez-vous la question si vous croyez vraiment à la théorie de ce qu'ils disent, à savoir que le programme s'est arrêté quand il s'est interrompu, quand ils ont découvert son existence. Juste comme ça, ils n'avaient plus aucun intérêt à essayer de voir ce que ça donnait, que de droguer des soldats, à essayer de voir s'ils pouvaient tuer des gens, à programmer des gens. Posez-vous la question de savoir si votre gouvernement, qui était capable de commettre ce genre de mal, serait également capable de vous dire la vérité quant au fait qu'ils se soient arrêtés au moment où ils se sont fait prendre. Juste comme ça, ils ont arrêté le programme, tout en admettant que la majorité des documents relatifs à ce programme avaient été détruits. Comme c'est pratique, comme ça on ne sait pas du tout à quel point ce programme était répandu à l'international, nous ne connaissons donc pas tous les éléments de ce programme, et si quelqu'un témoigne et raconte qu'il a fait partie de ce programme, et beaucoup ont essayé de le faire, cette personne serait immédiatement balayée comme étant complètement folle ou quelqu'un de mauvais. Et bien sûr, un des éléments fondamentaux de ce programme était la perversion sexuelle. Le fait de commettre une agression sexuelle sur quelqu'un afin d'établir ensuite comment cela affecterait son psychisme. Vraiment, vraiment des trucs que vous n'avez pas imaginé du mal. Donc dans un précédent épisode, je vous ai dit comment les parents d'Emmanuel Macron, en tout cas les prétendus parents d'Emmanuel Macron, que vous voyez ici à l'écran, avaient vraiment des boulots super intéressants. Son père, Jean-Michel Macron, était psychiatre. Et oui, nous savons pour fait que les psychiatres, au fil des âges, ont fait des choses absolument abominables. Me lancer même pas sur le sujet. En fait, si, lancez-moi sur le sujet. Si je devais parler, par exemple, de Sigmund Freud, parler de qui il était vraiment et à quel point c'est dérangeant qu'il puisse être enseigné dans nos systèmes scolaires ici aux États-Unis comme une sorte de héros qui aurait voilà traversé, cassé les codes de la psychiatrie moderne, quelle percée, quelle contribution il a pu apporter au domaine. Donc bon, on fera une pause et on en parlera dans un épisode différent pour ne pas nous perdre. Mais oui, le papa d'Emmanuel Macron était donc psychiatre et sa mère, Françoise, que l'on voit sur la droite de la photo, était pédiatre. Vraiment, quelle combinaison fabuleuse pour Emmanuel Macron qui a donc grandi dans cet environnement. Ok, et de façon très intéressante, quelque chose d'intéressant donc a été découvert en ce qui concerne la mère, Françoise. Donc je vous ai dit qu'elle était pédiatre, qu'elle avait également exercé comme conseillère médicale auprès de la sécurité sociale, et quelque chose de vraiment très intéressant a fini par sortir à son sujet et au sujet de son travail. Ça, je vais vous lire directement extrait du prochain livre du journaliste Xavier Poussard qui sera bientôt disponible sur Amazon, au cas où vous soyez impatient de savoir comment l'histoire se termine et souhaitiez aller directement à la fin. Et donc il a écrit, je cite, « Face au mur de l'enfance d'Emmanuel Macron, nous avons décidé de l'analyser méticuleusement. Avec cette question en tête, pourquoi la famille a-t-elle refusé de répondre aux requêtes des journalistes et pourquoi avait-il besoin de l'approbation de Brigitte? Une audience à l'Assemblée nationale française a attiré notre attention, celle de Sylvaine Téléfort, pardonnez-moi encore si je prononce mal le nom de famille, je ne connais pas cette personne, présidente de l'Institut pour l'intersexualité et l'hermaphrodisme, association d'Europe, née à Beauvais en 1956 sous le nom de Sylvain Téléfort, qui s'est donc changé en Sylvaine par décision de la Cour de Paris le 15 mai 2007.
Donc, vous l'avez bien compris, Sylvain est né en tant que il, et il a révélé ça au passage dans l'Assemblée, révélant dans cette audience qu'il avait reçu du support administratif dans cette transition de genre par un docteur senior exerçant à la caisse primaire d'assurance maladie, j'ai nommé le docteur Françoise Macron, la mère d'Emmanuel Macron. Donc, une personne qui a effectué une transition se met soudainement à témoigner et révèle que oui, en fait, celle qui m'a aidé à faire ça, c'était le docteur Françoise Macron. C'est elle qui m'a vraiment assistée dans ce processus de transition. Donc ça, nous savons que ça a vraiment eu lieu, qu'elle était effectivement impliquée dans l'accompagnement des transitions de genre. La question qui demeure, c'est de savoir si c'était simplement un cas unique ou si la mère d'Emmanuel Macron avait été impliquée dans ce genre de travail en aidant finalement plus largement les personnes transgenres. Et figurez-vous que la réponse est sortie l'année dernière, quand une personne, un individu intersexe, du nom d'Alexandra, avait réussi à bénéficier de, je cite, dérogation accordée par un conseiller médecin, Françoise Macron-Nogues, ou Nogues, qui, cela doit être dit, est la mère de notre président actuel. Elle a vraiment fait un travail énorme en suivant toutes sortes de générations de gens comme moi, en accordant des subventions afin que nous puissions avoir accès aux meilleurs spécialistes pour qu'on puisse prendre notre temps et que nous ne soyons pas en marge dans la vie de tous les jours. Si ces gens étaient rejetés par leur famille, elle arrivait à leur trouver un endroit où être hébergés et ils recevaient une pension d'invalidité pour la durée de leur voyage. En résumé, c'était vraiment très bien organisé. Et je ne comprends pas pourquoi les gens méprisent ce protocole. Fin de citation. Et dans une autre interview, elle explique comment Françoise Nogues, donc Françoise Macron, était vraiment concernée par une pathologie en particulier, donc une maladie congénitale dont j'ignore le nom, je suis désolée, je flanche sur cette partie de la traduction. Mais vous savez les gars, moi je suis sûre que tout ça c'est juste des coïncidences. Tout ça, c'est les gens qui comprennent pas comment tout ça, ça continue d'arriver encore et encore. Ça c'est juste la théorie absolument farfelue du complot. Moi, je suis juste une conspiratrice complètement dingue. Oui, ok, je comprends. Il y a quelques questions qui se posent sur le sexe de sa femme, pourquoi on ne peut pas avoir accès à son passé. Nous avons des questions, oui, bien sûr, sur son passé. Son père était psychiatre. Sa mère est spécialisée dans l'accompagnement des gens pour leur transition de genre. Et bien sûr, ils ont gardé tout ça secret quand ils se sont mariés. Et bien sûr, bah, quand il est devenu président et elle première dame, tous ces sujets relatifs au transgenre, à la pédophilie, voilà, qui ont commencé à apparaître sur le devant de la scène. Mais tout ça, les gars, c'est une coïncidence, c'est que le hasard. Vous savez, les livres posés là, tout ça, c'est juste une coïncidence. Ok, bon, maintenant revenons à l'histoire de Brigitte, au passé de Brigitte, parce qu'il semble vraiment y avoir beaucoup de coïncidences dans toute cette histoire. Donc nous avons déjà fait référence à cette journaliste Sylvie, vous savez, celle qui avait travaillé pour le magazine Vanity Fair, plutôt politiquement de gauche. Donc preuve là encore que toute cette histoire ne sort pas du chapeau de la théorie du complot, des conspirationnistes tel que cela a été vendu au monde anglophone. C'est vraiment elle qui a consacré le plus de temps à essayer d'entrer dans le passé de Brigitte, mais elle n'arrêtait pas de se prendre un mur à chaque fois. Et encore une fois, pour recontextualiser, ces journalistes, elles étaient là enthousiastes en se disant « Ouais, c'est super, une femme qui prend enfin un peu de pouvoir au palais de l'Élysée ». Nous, on veut juste en savoir plus sur son histoire pour qu'on puisse vraiment promouvoir son histoire au monde. Vous savez, qui n'aime pas vraiment le personnage, l'image d'un personnage fort, surtout si vous êtes féministe, comme l'étaient quasiment toutes ces écrivaines, ces auteurs, ces journalistes. Donc elle a commencé à travailler sur la deuxième biographie de Brigitte, intitulée « Il venait d'avoir 17 ans ». C'est un titre assez rigolo, d'ailleurs c'est un titre complètement faux, tout comme Sylvie Baumel d'ailleurs l'avoue à la fin du livre, où elle écrit qu'Emmanuel Macron venait juste d'avoir 15 ans. Mais elle a sûrement utilisé un autre titre parce que ça aurait sûrement fait flipper l'Élysée, il y aurait eu un scandale national si elle avait intitulé son livre « Il venait d'avoir 15 ans ». Ils auraient sûrement fait des choses assez terrifiantes, ou alors peut-être qu'ils l'auraient juste, je mets des guillemets, convoqué au bureau pour avoir une petite conversation. Et donc au fil de ces interviews avec Brigitte pour construire cette biographie, cette seconde biographie, elle n'a fait que de tomber sur des petites inexactitudes, des petites erreurs de la part de Brigitte qui faisait des petites erreurs par rapport aux dates, par rapport aux âges, quel âge elle avait quand elle a fait telle chose. Et vous savez, aux États-Unis, on a ce juge très connu qui s'appelle le juge Judy,
Et dans plusieurs de ses émissions, à chaque fois, elle répète, elle dit, les gars, si vous mentez, il faut vraiment que vous ayez une bonne mémoire. Si vous mentez pas, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une bonne mémoire. Parce que vous faites que raconter la vérité. Donc vous n'avez pas besoin de vous creuser le ménage en vous disant, ah, attends, qu'est-ce que j'ai raconté quoi à cette personne déjà? C'était quelle version de l'histoire que j'y ai donnée? Ce qui finit par conduire à toutes ces petites erreurs, ces petites inexactitudes. Donc une des erreurs que Brigitte Macron a faites lorsqu'elle a donné cette longue interview au magazine Elle, concernait sa grande sœur maintenant décédée, Marie-Vonne, qui est décédée dans un accident de voiture. Donc quand elle a donné cette interview, elle a raconté que c'était vraiment un traumatisme qu'elle avait vécu en tant qu'enfant et qui vraiment demeurait dans son esprit, qu'elle n'avait que 8 ans quand sa sœur est décédée et qu'elle portait un petit peu le poids de ce départ, de cette disparition avec elle au quotidien. Elle a également déclaré que sa nièce était décédée 1 an plus tard, à l'âge de 6 ans. Alors Xavier Poussard était vraiment troublé par ça. Donc déjà pour commencer, Sylvie Baumel a été en mesure de repérer une petite inexactitude en disant que effectivement Madame Macron avait 8 ans et non pas 6 ans quand sa sœur est décédée. C'est quand même une différence de 2 ans par rapport à ce qui avait été déclaré. Mais vous savez, quand vous perdez votre sœur à l'âge de 8 ans, c'est quand même un événement important dans l'histoire de votre vie. Donc il y a peu de chances que vous vous trompiez d'âge. Mais bon, peut-être que c'était juste une erreur sincère, honnête, ok. En revanche, en ce qui concerne l'autre personne qu'elle dit être décédée 1 an plus tard, donc la nièce, donc ce serait quand même une assez grosse tragédie dans la famille, 2 décès coup après coup. Et là, Xavier Poussard commence à se dire, mais c'est bizarre parce que j'ai jamais rien lu à ce sujet. Il y a eu tellement de choses écrites, pratiquement tout, au sujet des nièces de Brigitte, et nulle part il était fait mention d'une nièce qui serait décédée. Donc il s'est vraiment mis à faire des recherches plus approfondies, et après un long travail, il a pu effectivement confirmer, en visitant un terrain familial que Brigitte avait, plutôt que la famille de Brigitte avait, qu'il y avait effectivement une nièce prénommée Sylvie qui était décédée suite à une opération chirurgicale en 1996. Ok, d'accord, c'est la vérité. Mais ça fait presque 6 ans après que la sœur de Brigitte, Marie-Vonne, soit décédée. Pas 1 an, mais 6 ans. Donc ça, c'est une grande différence. Donc c'est quoi l'histoire ici? Bon, bref. Le focus vraiment principal de Sylvie Baumel dans cette deuxième biographie était vraiment d'aller au fond des choses et d'en apprendre davantage à propos du premier époux de Brigitte Macron, André-Louis Osière. Vous savez, ce banquier, ce financier qu'elle avait épousé alors qu'elle avait 21 ans, ce gars qui s'est fait vraiment piquer sa femme sous ses yeux par un petit Mozart virtuose d'adolescent. Ça, les gars, ça doit faire mal. Hein. Et pourtant, personne n'a jamais réussi à rentrer en contact avec lui. Souvenez-vous, nous avons parlé de Virginie Linhart, cette réalisatrice de documentaires. Vous savez, c'est celle qui a dit que c'était vraiment un trou noir. C'est elle qui a appelé André-Louis Osière comme étant le gardé le mieux secret du palais de l'Élysée. Ce sujet vraiment auquel personne ne pouvait avoir accès. Et il y a également une mention faite dans le magazine Capital en 2017 avec cette impression générale qui ressortait, faisant référence au premier époux de Brigitte Macron, André-Louis Osière, en étant, je cite, un vrai fantôme. Pas une seule photo de lui sur le web, pas une seule image dans les catalogues de presse, d'agences de presse. La biographie fait à peine référence à lui en tant que banquier. Mais qu'est-il donc arrivé à l'ex-mari de Brigitte Macron? Donc en ayant un petit peu renouvelé son investigation, son enquête, Sylvie Baumel a très largement souligné le fait que cet homme, qui aurait donc travaillé dans 2 grandes agences bancaires, l'une d'entre elles ayant été supposément le Crédit du Nord, avait complètement disparu de l'industrie bancaire sans laisser aucune trace derrière lui. Elle a même écrit dans son livre, je cite, c'était comme un épisode de Black Mirror. Comment l'office, le bureau du présidentiel a-t-il réussi à rentrer dans le cerveau de ses anciens collègues de travail, ses anciennes connaissances, pour réussir à effacer de leur cerveau toute trace d'André-Louis Osière? Avant la sortie de son livre, Sylvie a décidé de sortir quelques extraits de son livre, notamment dans le magazine Le Point, et finalement, tout d'un coup, dans ce magazine, en avril 2019, donc juste avant la publication de son livre, enfin une photo de mariage, du premier mariage de Brigitte Macron a émergé. Donc on recontextualise, ils sont maintenant au bureau présidentiel, ça fait 2 ans que M. Macron a pris ses fonctions, et nous y voilà, tada, enfin d'ailleurs je devrais plutôt dire 1 année et 3 mois, nous y voilà, tada, boum, photo. Voilà une première photo du premier mariage de Brigitte, supposément. Là voilà la photo. Je veux juste que vous regardiez la photo. Juste regardez la photo. Donc il nous est raconté que là c'est André-Louis et à côté ce serait donc Brigitte Trogneux. Donc je dois quand même vous préciser que moi je suis pas un logiciel de reconnaissance faciale. Hein. Mais cette femme là, est-ce qu'on peut remettre la photo s'il vous plaît?
Cette femme là sur la photo, pour moi, ne ressemble pas du tout à la première dame actuelle, Brigitte Macron. Alors je sais bien que les visages changent au fil des ans, mais pour moi, ça ressemble pas à l'actuelle première dame, Brigitte Macron. Regardez à ces photos, voilà, mises côte à côte, donc voilà, quelques années après. À la limite, peut-être qu'on pourrait dire que ces gens, ces deux femmes ont vaguement de loin un lien de parenté. Mais là, en regardant les photos, je dirais non, non, les gars, là, il s'est passé quoi avec tes dents? T'as commencé à fumer du crack ou c'est comment? J'en sais rien. C'est qui la personne sur la photo, franchement? Mais bon, je suis bien consciente qu'on ne peut pas tirer de conclusions hâtives sur la simple base de regarder à une photo et d'avoir le sentiment que quelque chose est vrai ou que quelque chose est faux. Et je précise que Sylvie Baumel a fini effectivement par trouver la trace, la preuve d'un certificat de mariage au Touquet où effectivement quelqu'un du nom de Brigitte Trogneux a vraiment épousé quelqu'un dénommé André Louis Osière le 22 juin 1974. Donc ça se vérifie. Et non seulement ça, mais également le témoin du mariage était son frère Jean-Michel Trogneux. Donc ça c'est une avancée majeure dans l'enquête parce que ça nous révèle que Brigitte était vraiment très proche de son frère. Si vous en faites le témoin de votre mariage, c'est que vous êtes vraiment super extra proche. Mais c'était quand même bizarre parce que là, le grand public faisait simplement la découverte à ce moment-là de l'existence de Jean-Michel Trogneux avec cette photo. Donc les gens ont commencé à trouver ça bizarre qu'elle puisse avoir été si proche de son frère et qu'on n'en ait finalement jamais entendu parler. Est-ce que c'était vraiment une famille si horrible que ça pour que t'en parles jamais? Je sais pas, moi tout ça me paraît quand même assez bizarre. Voilà d'autres faits encore plus étranges que je vais partager avec vous. Dans notre courrier juridique, nous avons spécifiquement demandé à Brigitte Macron, bien avant la publication d'aujourd'hui, de nous confirmer par écrit que elle, l'actuelle première dame de France, est en fait vraiment la femme qui est vue sur cette photo. Et elle a refusé de répondre à la question. Voilà, vous voyez, on vous a déjà mis, ça c'est la lettre. Elle a tout simplement refusé de répondre à cette question. Sur le fait de savoir si c'était elle. Vous voyez, numéro 8, est-ce que Brigitte Macron est la même personne que l'Osière, donc la femme Osière, prise en photo sur cette photo de mariage? Aucune réponse. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas la première fois où elle a refusé de répondre à cette simple question, car elle a également refusé de répondre à cette question très basique dans le cas d'une affaire juridique au tribunal, dans le cadre du procès pour diffamation contre Natacha Ray. Vous avez forcément entendu parler de cette histoire. Ah, les Macron ont gagné pour diffamation contre Natacha Ray. Je vais vous donner les détails pour que vous compreniez sur quelle base elle a perdu le procès. Elle n'a pas perdu ce procès en diffamation, Natacha Ray, sur la base du fait qu'elle ait dit que Madame Brigitte Macron était un homme, qu'elle avait vécu comme homme avant de transitionner, si vous voulez, en tant que Brigitte Macron, mais plutôt en se trompant sur des petits détails. Vous savez, en spéculant par moments. Vous savez, elle a regardé à cette photo d'André Louis-Osière et du mariage, et donc elle a tiré des conclusions dans son esprit en disant, moi je pense pas que ce type ait vraiment existé. En fait, le gars sur la photo ressemble beaucoup plus à quelqu'un d'autre, qui ressemble plutôt à Louis-André. Et oui, il suffit d'intervertir les prénoms. André Louis sur la photo, elle a pensé que c'était plutôt Louis-André, qui se trouve être son cousin germain. Donc elle a spéculé sur le sujet et elle a tiré cette conclusion en disant non, cette photo c'est du fake, ils font semblant et qui que ce soit sur la photo, c'était pas lui. Et il se trouve que sur ce point-là, Natacha avait tort. Donc le palais de l'Élysée a appelé Louis-André, a eu une conversation avec lui et l'a fortement encouragé à poursuivre en justice Natacha Ray pour diffamation, ce qu'il a fait. Donc encore une fois, je vais être vraiment claire. Les bases de ce cas de diffamation, de ce procès pour diffamation, ne reposaient pas sur le fait de savoir si Brigitte Macron était née en tant qu'homme. Je veux également être très claire sur le fait que ce procès n'aurait jamais eu lieu sans l'intervention prononcée du palais de l'Élysée, qui ont donc prétendu qu'ils se joindraient à ce procès, même s'ils ne l'ont jamais fait, parce qu'une autre journaliste de gauche, dénommée Emmanuelle, qui a donc également écrit un livre à propos de Brigitte Macron parce qu'elle voulait vraiment discréditer toutes ces rumeurs sur le sujet et faire la lumière sur le fait de savoir est-ce que Brigitte ou non était un homme. C'est vraiment la seule journaliste qui a réussi à s'intégrer, à s'immiscer dans la famille Osière.
et elle a passé du temps avec ce fameux cousin mal identifié. Et il lui a raconté toute l'histoire, comment ça s'est déroulé, et elle a tout écrit dans son livre. Et donc il raconte que ce cousin avait une femme dénommée Catherine, et il nous est raconté dans le livre que Natasha Ray aurait rencontré cette femme, qu'elle aurait échangé avec elle, et qu'un jour elle lui aurait envoyé un texto à 3 heures du matin, qu'elle lui aurait en particulier envoyé un message dans lequel elle dit « Je sais tout, je suis au courant de tout », à propos de toi, à propos de Jean-Michel. Et j'imagine que c'était une stratégie journalistique de sa part. Vous savez, quand on dit je sais tout pour vraiment, alors qu'on sait rien et qu'on essaie d'avoir les détails d'une histoire. Mais là, en l'occurrence, ça n'a pas pris puisque Catherine a tout de suite immédiatement montré le message à son mari. Et donc là, ils se sont dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Donc son époux a contacté Laurence Osière, qui est donc la première fille née de Brigitte Macron, présumée, qui se trouve d'ailleurs au passage être également son cardiologue. Et elle lui a tout de suite répondu, attends, faut que t'appelles Brigitte, faut que t'appelles maman, là. Parce qu'on en a parlé, et elle est en train de réfléchir si elle doit porter plainte, parce que là, c'est clairement du harcèlement. Donc c'est ce qui s'est passé. Le cousin prend son téléphone, il appelle Brigitte, et voilà ce qu'il raconte à la journaliste de ce qu'il se serait passé, selon ses propres mots. Je cite, Brigitte me dit qu'elle est désolée, que c'est entièrement de sa faute, que nous avons besoin de porter plainte, qu'elle donne son accord également pour déposer une action commune, et j'entends la voix d'Emmanuel Macron dans le fond qui lui demande de se dépêcher parce qu'ils doivent partir. Avant de raccrocher, elle me promet de m'envoyer une copie, un extrait de son livret de famille, ce qu'elle a fait. Je lui ai également demandé de m'envoyer un courrier certifiant que c'était effectivement elle dans cette photo de mariage de 1974 avec André, ce qu'elle n'a pas fait. Je n'ai plus jamais reparlé de ce sujet avec elle directement après cela. Donc encore une fois, essayez d'imaginer la situation. Ils sont là à l'Élysée, ils disent oui, vas-y, porte plainte, je suis là, je suis à tes côtés, je vais t'accompagner, on va le faire ensemble. Et donc lui, il lui dit ok, mais j'ai besoin d'une preuve, est-ce que tu peux juste m'envoyer un courrier où tu certifies bien que oui, bah c'est bien toi sur la photo. Et Brigitte, après cela, abonnée absente, ne répond plus. Donc lui, il remplit sa part du contrat, si je puis dire, il dépose plainte contre Natasha Ray, il envoie des documents aux avocats de Brigitte, et il reçoit ensuite un coup de fil de Brigitte qui lui dit écoute, le palais recommande plutôt que nous déposions nos actions séparément. Et voici ce que raconte Jean-Louis de ce qui s'est passé après, je cite, elle m'a dit que le palais de l'Élysée préférait lancer 2 actions séparées. Elle me laissait tomber. Ça voulait clairement dire, si tu choisis de continuer, t'es tout seul. Choisis-toi un bon avocat tout seul. Mais nous avions déjà porté plainte, donc on pouvait pas faire marche arrière. Donc nous avons continué en étant tout seul. Depuis ce jour-là, chaque fois que j'essaie d'appeler Brigitte, je n'arrive pas à la joindre, je passe toujours par sa secrétaire. Brigitte est devenue injoignable. Donc pour la faire courte, la première dame s'est complètement jouée de lui. Elle l'a complètement excité sur le sujet en disant vas-y, il faut que tu portes plainte, on va porter plainte ensemble, on va le faire ensemble. Et rien du tout, ils se sont juste fait manipuler et ils ont été littéralement trahis par le couple présidentiel. Et à en croire la presse journalistique, on peut comprendre que il a été vraiment affecté, que toute la famille Osière a été affectée par cette manœuvre. Encore une fois, c'est très bizarre, c'est tellement facile à certifier, il suffisait de faire une lettre. Mais tout ce que cherchait Brigitte dans cette histoire, c'était qu'il puisse faire un procès pour diffamation, prouver que les allégations de Natasha Ray étaient fausses et qu'au final, aux yeux du public, et que dans la presse, le couple présidentiel puisse ouvertement dire « Nous avons gagné un procès pour diffamation contre Natasha Ray ». Vous savez, cette folle qui raconte partout que Brigitte est née en étant homme. Mais vous voyez bien, Brigitte vient de gagner un procès pour diffamation contre elle. Donc ils n'arrêtent pas d'essayer de rabâcher dans la presse qu'ils ont gagné un procès pour diffamation, pour ceci, pour cela. Et je vous le rappelle, nous l'avons déjà dit, c'est comme ça qu'ils procèdent, c'est leur stratégie. Ils s'attachent, ils vont aller chercher la petite bête, les détails, mais ne s'adressent jamais au fond de ce que les gens prétendent à leur sujet. Donc vous devez comprendre qu'en ce moment en France c'est quand même un petit peu en train de se développer, de s'agiter, commence à y avoir des articles de partout, il y a plein de théories conspirationnistes, du complot. Je veux dire, où est passé le premier mari? Où est André Louis? Eh bien, comme c'est pratique, peu de temps après la publication de son livre, du livre de Sylvie Baumel, vous savez, ce livre sur ce sujet en particulier, le 8 octobre 2020, tout d'un coup, Tiphaine, donc la deuxième fille de Brigitte, annonce dans un magazine hebdomadaire que son père serait décédé un an avant, donc en fait en 2019. Donc juste au moment où les gens commencent un petit peu à creuser, ah bah non, il est mort, il est mort, il y a un an, il est mort. Voici la citation qui a été publiée dans Paris Match.
Mon papa est décédé le 24 décembre 2019. Nous l'avons enterré dans la plus grande intimité. C'est trop pratique, non? Je sais pas, vous trouvez pas que c'est trop pratique? Je sais pas, le premier mari de la première dame, dont, à qui tout le monde commence un petit peu à s'intéresser, d'un coup, hop, il tomberait de mort. Vraiment juste au moment où les gens commencent à s'intéresser sur le sujet en se disant non, il y a quelque chose de louche là derrière. Franchement, moi je dis que c'est remarquablement pratique pour la famille Macron. Et d'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que la façon dont Tiffen a annoncé la mort de son papa dans Paris Match, et d'ailleurs nous savons bien entendu, on va pas le répéter, que Paris Match est contrôlé dans une certaine mesure par Mimi Marchand. Vous savez, c'est vraiment son magazine de prédilection où elle publie beaucoup de ses photos, de ses histoires. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que Tiffen s'est trompée dans les détails à propos de la mort de son propre père. Ouais, vous trouvez pas franchement ça bizarre? D'abord, pour commencer, il n'a jamais été enterré. Il a été incinéré et son incinération n'a pas eu lieu le 24, comme elle l'a dit, mais 4 jours plus tard, le 28 décembre. C'est vraiment bizarre, hein. Peut-être que c'est le journaliste qui a fait une erreur, hein. Finalement c'est possible, hein. Ce serait juste une autre coïncidence dans toute cette histoire. Une coïncidence de plus dans toute cette saga qui semble ne jamais prendre fin. Donc maintenant qu'on sait quelles sont les vraies dates, revenons-en un petit peu à ce cousin, vous savez, le fameux cousin Germain. Vous savez, celui qui est pas très content avec la famille présidentielle parce qu'il a vraiment ce sentiment d'avoir été voilà, brûlé, un petit peu mis en pâture par le couple présidentiel après avoir déposé plainte. Et donc il s'est un petit peu lâché sur le sujet du service funèbre voilà, de André Louis. Et donc l'histoire raconte qu'il aurait reçu un appel de la part de sa sœur, donc la sœur d'André Louis, l'informant qu'il y aurait rapidement des funérailles rapides. Et donc il a fourni aux journalistes à qui il raconte cette histoire le petit livret qui a été distribué lors des funérailles, ces funérailles très rapides. Et je vais vous dire que le choix de la photo, pour une photo nécrologique, c'est vraiment un choix particulier. Voilà la photo. Donc voilà la photo, André Osière, cérémonie du 28 décembre 2019. Donc c'est là qu'on s'est aperçu que sa propre fille s'était trompée dans la date. Mais bon, je suis sûre que c'était une coïncidence, c'était un accident. Et donc en dessous, sur la photo, il est écrit à notre ami, notre frère, notre compagnon, notre grand-père, notre papa. Donc là, même pour une journaliste plutôt de politiquement très à gauche, qui n'est pas du tout dans ces, mettons des guillemets, théories des complots. Donc à cette Emmanuel, ça lui a semblé être quand même un choix hyper bizarre de photo. Une photo qui est censée annoncer le décès de quelqu'un. Donc elle lui a carrément posé la question, elle lui a dit mais attends c'est quand même c'est bizarre comme choix de photo pour un enterrement. Et le cousin lui a répondu, Jean-Louis lui a répondu, je cite, je crois que c'était la seule photo qu'ils ont pu trouver quand ils sont allés à la recherche d'une photo pour les funérailles, parce que toutes les autres photos avaient été détruites. Détruite. Je suis peut-être pas Natacha Ray, mais je suis quand même un peu perplexe quant à savoir que c'est tout ce qui reste de la vie d'un homme en image. Je veux dire, à part sa photo de mariage, c'est ça qui reste, c'est une photo de lui en maillot de bain. Pour illustrer son départ final, elle pose la question dans son livre. Ouais, c'est tout ce qui reste, c'est tout ce qui reste comme photo de la vie de cet homme. Donc là, vous vous posez sûrement la question, attends, c'est quoi cette histoire de dingue? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Et il se trouve que Xavier Poussard a été en mesure de remonter un petit peu la trace du vrai André-Louis Osière à travers des dossiers bancaires, s'apercevant qu'il n'avait jamais travaillé au Crédit du Nord. Et donc il partage cette information avec Emmanuel parce que c'est une journaliste bien plus grand public et il se dit que peut-être elle sera en mesure de pouvoir voilà de creuser un petit peu plus profondément et d'en apprendre davantage. Il lui donne également accès à un groupe Facebook où non il s'aperçoit non ce gars il a vraiment existé et ce groupe est rempli d'anciens collègues, d'anciennes connaissances de travail avec lesquels il a effectivement travaillé, qui va donc un petit peu apaiser les soupçons et les doutes qui étaient de savoir si cet homme avait peut-être jamais existé, est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il n'a pas existé. Et voici donc la façon dont laquelle Emmanuel, la journaliste, conclut ses recherches sur cette histoire. Donc rappelons qu'il s'agit ici du premier mari de Brigitte, André-Louis Osière. Elle a écrit, je cite, « Ses sœurs ne voulaient pas me parler, ses enfants ne voulaient pas me parler, donc j'ai appelé quelques-uns de ses anciens collègues à travers un groupe Facebook d'anciens banquiers. Et ils ont tous parlé avec beaucoup d'enthousiasme de Dédé, celui qui était tellement gentil, poli, cultivé, qui parlait très souvent de ses enfants qu'il adorait. Ce Dédé qui fumait trop et dont il sentait qu'il était plutôt seul, dévasté. L'un d'entre eux m'a même envoyé une collection de portraits professionnels des années à peu près milieu des années 2000 où André pose avec un air sérieux, un costume et une cravate parmi ses collègues d'Amiens donc dans le domaine bancaire. Le jeune marié de 1974 est clairement reconnaissable, même s'il commence à perdre un peu ses cheveux. Ses collègues ont tous gardé le contact les uns après les autres après leur retraite, mais pas lui qui a coupé tous les liens.
André Ozière avait disparu des radars. En ce qui me concerne, j'ai essayé d'appeler les membres de la famille Ozière, mais personne n'a répondu. Donc Suzanne, la première femme de Jean-Louis Ozière, elle m'a carrément raccroché au nez dès que je lui ai dit que j'étais intéressée par l'histoire de Brigitte Macron. Elle a dit oh là là non non merci merci au revoir merci bye bye et clic elle a raccroché. Et ailleurs Jean-Louis qui raconte les funérailles et qui était présent aux funérailles raconte que seulement 4 jours après le décès, aucune information n'avait fuité dans les journaux. Le palais de l'Élysée voulait absolument que les choses se fassent très rapidement. Et il semblerait qu'Emmanuel Macron se soit personnellement impliqué pour que les choses se fassent le plus rapidement possible. Donc ces funérailles express, si on peut dire, qui ont été organisées tôt le matin à 8h30, avant même les heures d'ouverture officielles, tout simplement pour éviter les journalistes. Et le petit livret avec cette fameuse photo en maillot de bain qui était déposée sur les chaises. Il y avait à peu près une douzaine de personnes qui étaient présentes avec 2 clans séparés. D'un côté, les sœurs d'André et de l'autre côté, les 3 enfants de Brigitte, Sébastien, Tiphaine et Laurence. Brigitte Macron, en revanche, elle n'a pas participé aux funérailles. Le compagnon d'André, donc je continue à lire, le compagnon d'André, donc j'imagine c'est un peu comme un partenaire, quelqu'un avec qui il était en relation, mais probablement n'a jamais été marié, inconnu de tous, était également là, se tenant un petit peu plus loin. Après 20 minutes, la cérémonie était déjà terminée et tout le monde est sorti immédiatement. Après, je suis allée avec les autres enfants et les sœurs d'André pour prendre un café. Et un membre du personnel de sécurité était à l'extérieur pour monter la garde. Nous avons fini par laisser rentrer les agents de sécurité parce qu'il faisait tellement froid à l'extérieur. Et puis tout le monde est parti assez rapidement après les funérailles. Ok, bon, des funérailles quand même assez rapides. Pourquoi le palais de l'Élysée était-il impliqué? Et aussi, les gars, ça vous paraît pas bizarre que Brigitte n'ait pas participé aux funérailles, juste, voilà, basé sur le respect? C'était quand même un homme avec qui elle est restée mariée pendant 32 ans. Donc, le palais de l'Élysée s'implique pour que tout ça reste, chut, 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 on n'en parle pas. Mais pour autant, elle ne participe pas aux funérailles. Je sais pas, ça vous paraît correct? Je veux dire, le père de ses enfants, c'est incroyable, non? Et aussi, et là c'est hallucinant, donc toujours selon ce fameux cousin germain, Jean-Louis, qui était donc aux funérailles, il aurait parlé à ce partenaire, le partenaire d'André, et dans la conversation, il lui glisse qu'il a quand même trouvé bizarre qu'il avait trouvé des billets pour l'Afrique dans la poche de la veste d'André, accompagnés d'une très grosse somme d'argent, et il lui dit, je cite, qu'il avait vidé ses comptes en cachette, comme pour préparer son voyage, puisqu'apparemment il rêvait d'aller en Afrique. Ok, les gars, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? C'est très bizarre quand même. Je veux dire, c'est bizarre que quelqu'un, voilà, un amoureux, un compagnon, un partenaire, peu importe comment vous voulez l'appeler, de raconter une histoire pareille. Je veux dire, qu'est-ce qui est vraiment arrivé à André Louis? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, celui qui a été incinéré hyper rapidement, même si sa fille dit qu'il a été enterré. Enfin, je veux dire qu'elle a accidentellement dit qu'il avait été enterré, parce que bon, parfois, vous savez, vous pouvez mélanger ces choses-là. Hein. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à André Louis? Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir un reclus tout d'un coup, sans fréquenter ses anciens amis de la banque des années 70? Comment se fait-il que toutes les photos de sa vie aient été soudainement détruites et qu'il n'en reste que 2 photos de lui, une photo en maillot de bain et cette photo du mariage? C'est les 2 seules photos qui restent de ma vie. Est-ce que ça vous semble pas être comme un genre de système de destruction systématique? J'arrive pas à penser à une seule circonstance plausible dans laquelle toutes les photos de la vie d'une personne pourraient être détruites. Ce qui signifierait que toutes les photos de cette personne n'aient été gardées que dans un seul endroit. Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il s'est échappé? Est-ce qu'il a voulu prendre ses distances avec le palais de l'Élysée? Est-ce qu'il a essayé de s'échapper, mais que voilà le palais de l'Élysée serait peut-être intervenu? Je veux dire, toutes les portes sont ouvertes pour laisser notre imagination débordante s'activer là. Hein. Et de toute évidence, on ne peut rien confirmer. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que curieusement, une autre journaliste dénommée Sophie a rapporté dans un numéro de 2022 de Paris Match, elle a raconté qu'André Louis avait terminé ses jours dans une clinique psychiatrique, avec à sa porte un responsable de la sécurité délégué par l'Élysée, supervisé par Alexandre, qui est un personnage très controversé, qui était un petit peu comme un chef de sécurité du palais de l'Élysée, qui s'est retrouvé avec un énorme scandale sur le dos, connu dans la presse comme le Vanilla Scandale. Et je peux vous dire que l'information partagée par ce journaliste a été instantanément démentie le jour même sur Twitter par Tiphaine. Mais malgré la propension de la famille à toujours s'en prendre aux gens pour diffamation, il est surprenant de constater que la famille Macron n'a jamais poursuivi ce journaliste pour avoir partagé cette information. Ok, je crois que c'est le moment de prendre une petite pause parce que ça fait beaucoup d'informations à digérer, beaucoup de pièces du puzzle que vous devez rassembler et mettre ensemble.
Je voulais juste vous préciser que toutes les informations que je partage avec vous aujourd'hui, ce sera tout cité dans le prochain livre de Xavier Poussard que je pense vous pourrez acquérir la semaine prochaine, me semble-t-il. C'est vraiment quelqu'un de très méthodique. C'est tout ce que je peux vous dire. Il est très méthodique. Il a vraiment une méthode de travail incroyable. Évidemment, il est obsédé par cette affaire à laquelle il a consacré des années de sa vie. Il a abandonné tellement de choses pour l'élucidation de cette affaire. C'est un vrai journaliste. Vous savez, ce genre de journaliste qui n'est plus tellement à la mode de nos jours. Ce genre de journaliste qui est tellement attaché à la vérité, quoi qu'il en coûte. Ok, maintenant je vais regarder quelques-unes de vos questions dans le live. Et je voudrais préciser la raison pour laquelle on a fait de ce sujet une série, c'est parce que il y a tellement d'informations à digérer, tellement d'informations qui arrivent en même temps. Vous savez, vous pouvez pas tout ingérer en même temps. Il faut prendre un petit peu de temps. Et vous vous dites, mais attends, c'est dingue, la maman qui était aussi impliquée dans les histoires des trucs transgenres. Et puis il y a les informations ceci, les informations cela, et puis tout le détournement médiatique fait par la presse autour de cette histoire. Bon, pour moi, c'est ça le pire, c'est la façon dont toute la sphère médiatique a réussi à nous faire entendre que mais non les gars, vous êtes complètement dingues, il y a absolument rien dans cette histoire. Vous êtes complètement dingues ou quoi? Brigitte Macron, Emmanuel Macron, il y a rien dans cette histoire. Quel genre d'entité médiatique arriverait à ce point à façonner l'esprit des gens pour qu'ils arrivent à détester ceux qui essaient simplement de propager la lumière sur tous ces mensonges, pour amener le grand public à comme adorer en fait les entités qui couvrent ce monde de mensonges et des ténèbres. Dans la suite de la vidéo de l'épisode numéro 3, Candace Owens va lire certains commentaires en direct avec lesquels elle va interagir. Donc pour ceux qui parlent, qui maîtrisent l'anglais, je vous laisse prendre connaissance de ces commentaires qui n'ont pas forcément directement lien avec l'affaire Brigitte Macron. Et elle nous donne donc rendez-vous lundi. Est-ce pour le 4e épisode ou pour un autre sujet? Je l'ignore. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette version traduite, doublée de mon mieux possible, voilà, dans l'urgence, comme à l'habitude, du 3e épisode de la série Becoming Brigitte, que j'ai traduit, je le sais, arrêtez de me prendre la tête avec ça, je l'ai traduit par Devenue Brigitte. Je sais bien que Becoming, I-N-G, c'est devenir, mais j'ai fait le choix volontaire de traduire ça par Devenue Brigitte, n'en déplaise aux détracteurs. Je vous remercie encore une fois pour tous vos mots d'encouragement. On est de plus en plus nombreux sur cette plateforme, une armée, comme j'aime à le dire, de vaillants gladiateurs pour la défense de la vérité. En ce qui me concerne, je pars en voyage la semaine prochaine pour 15 jours avec un décalage horaire de 6 heures. Je vais avoir un programme très très chargé et donc je ne pense pas qu'il me sera possible de continuer à traduire les épisodes s'ils sont diffusés pendant le temps de mon absence pendant ce voyage. Je le regrette vraiment profondément, malgré tout, si le timing le permet et si voilà les circonstances logistiques là où je me trouve le permettent, je ferai de mon mieux ou alors j'essaierai de vous diffuser les épisodes en différé si ça vous intéresse peut-être à mon retour, mais peut-être que le sujet sera passé, je ne sais pas. Vous pouvez pendant toute la durée de ce voyage évidemment me retrouver sur mon compte Instagram où vous le savez je suis extrêmement active, je vais poster beaucoup de choses en story. Et pour tous ceux qui me demandent comment est-ce qu'ils peuvent contribuer pour m'encourager, voilà, au-delà de mettre des gentils commentaires, écoutez, moi je le fais avant tout pour le service de la lumière et de la vérité. Si malgré tout vous avez à cœur de me faire un petit encouragement, je vous mets mon lien PayPal dans le descriptif de cette vidéo. Et si vous êtes abonné ici sur YouTube, vous pouvez également utiliser la fonction dire merci sous la vidéo, grâce à laquelle vous pouvez m'envoyer voilà quelques dons. Faites-en selon votre conviction, votre cœur, aucune obligation. Moi, comme je l'ai dit, je le fais surtout pour la vérité, pour vous être utile et agréable, parce que je crois véritablement que la traduction de cette enquête est d'utilité publique et d'intérêt général. La meilleure façon de me remercier, c'est de prier pour moi et de faire connaître cette plateforme sur vos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager le lien de la vidéo, n'hésitez pas à citer mon nom et à faire connaître cette chaîne. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt.